Le monde a mis des siècles à construire ses actifs, ses immeubles, ses forêts, son or, ses infrastructures, ses obligations. Des richesses colossales, réelles, tangibles, mais verrouillées, inaccessibles au plus grand nombre, totalement immobiles. Aujourd'hui, tout cela est en train de changer. Les actifs réels entrent dans l'ère numérique, fractionnables, liquides, programmables, ouverts à tous. C'est la révolution des Real World Assets. Et c'est le sujet de ce podcast. Real Assets, comprendre la tokenisation du monde réel. Nous avons passé 2 épisodes entiers plongés dans la pierre, à explorer un actif dont je vous ai dit et même répété qu'il était le plus difficile à tokeniser. Et paradoxalement, il est l'un des plus modestes en volume. Je vous propose que nous changions maintenant complètement de décor parce que aujourd'hui nous allons aborder son exact opposé, à savoir la classe d'actifs qui a le mieux réussi sa migration vers la blockchain, celle qui pèse le plus lourd, celle qui, sans tambour ni trompette, est devenue la vitrine éclatante de tout l'univers RWA. Et je parle donc de la dette publique, les bons du trésor, qui sont ces morceaux de papier, ou plutôt ces lignes numériques pour être plus juste, par lesquels les États empruntent de l'argent aux investisseurs du monde entier. Alors, je vous entends déjà, depuis derrière mon micro, la dette publique, les obligations d'État, c'est un sujet aride qui vous paraîtra même peut-être ennuyeux, mais très sincèrement, restez avec moi parce que je vais vous montrer tout à fait le contraire. Ce qui se joue ici est l'une des histoires les plus fascinantes et les plus riches de conséquences de toute la finance contemporaine. Parce que pour la première fois, le rendement le plus sûr du monde, celui que seules les grandes institutions pouvaient capter sans friction, devient accessible à quiconque possède un portefeuille numérique. Et cette petite phrase que je viens de vous donner peut paraître en apparence anodine, mais elle est en train de bouleverser des équilibres qui sont maintenant vieux d'un siècle. Alors voici notre feuille de route. D'abord, comprendre pourquoi ce secteur a explosé si vite, là où d'autres piétinent. Ensuite, rencontrer les produits phares et les créateurs, ces fonds tokenisés qui brassent aujourd'hui des milliards. Puis traverser l'Atlantique pour voir comment l'Europe et le monde émettent eux aussi des obligations souveraines directement sur la chaîne. Et enfin, saisir la conséquence la plus vertigineuse de tout cela, ce qui se produit quand le rendement sans risque entre dans les artères de la finance décentralisée. Et un dernier mot avant de commencer, ce que je vais vous décrire aujourd'hui dans cet épisode vaut à la date où je vous parle, soit la mi-2026, là nous sommes en août 2026, les chiffres de ce secteur grimpent tellement vite qu'ils seront sans doute déjà dépassés quand vous m'écouterez. Alors pas si vous m'écoutez le lendemain de la publication de l'épisode, bien évidemment, vous vous en doutez, mais en tout cas, si vous écoutez cet épisode 1 an après, regardez la date qui est inscrite sur votre support, eh bien, retenez les ordres de grandeur et la dynamique plus que les décimales, au fond. Allez, je vous propose qu'on aille tout de suite dans cet épisode. Alors, commençons par ce que j'appellerais le mystère central. Pourquoi la dette publique a-t-elle réussi si vite et si bien, là où l'immobilier, l'art et tant d'autres actifs avancent à pas compter? Eh bien, la réponse tient en quelques raisons qui sont tout à fait limpides, et elle éclaire l'ensemble de la logique des RWA. La toute première raison, eh bien, c'est la simplicité de l'actif. Un bon du trésor est d'une pureté qui est presque abstraite.
C'est une promesse de l'État de vous rembourser une somme fixe à une date fixe en vous versant un intérêt qui est connu d'avance. Donc là, on n'a pas une toiture qui fuit, pour reprendre les mêmes exemples, on n'a pas non plus de locataire défaillant, on n'a pas d'expertise subjective. La valeur, au fond, est transparente, elle est tout à fait calculable à la seconde, et elle est surtout, et c'est le plus important, universellement comprise. Là où un immeuble va traîner tout son cortège de complications physiques et juridiques, eh bien le bon du Trésor est déjà par nature presque un pur objet financier. Et le tokenisé ne fait que changer son support, au fond, sans rien perdre de sa clarté. La deuxième raison, c'est la confiance. La dette des grands États, et singulièrement celle des États-Unis, est considérée comme l'actif le plus sûr de la planète. C'est ce qu'on appelle le taux sans risque, la référence absolue à partir de laquelle toute la finance mondiale calcule ses rendements. Et donc, quand vous tokenisez cet actif-là, vous n'introduisez aucun doute sur la qualité du sous-jacent. Le seul risque, et nous y reviendrons un peu plus tard, va se nicher dans la structure qui relie le token au bon lui-même. La troisième raison, et c'est certainement la plus déterminante, c'est le contexte des taux. Parce que, souvenez-vous, pendant une décennie, les taux d'intérêt sont restés proches de zéro. Détenir des liquidités, ne rapportait absolument rien. Puis, à partir de 2022, les banques centrales ont relevé leurs taux fortement pour combattre l'inflation. Et soudain, les bons du Trésor américain se sont remis à verser des rendements réels et attractifs de l'ordre de 4 à 5% par an. Or, dans le même temps, l'univers crypto regorgeait de dizaines de milliers de dollars immobilisés dans des stablecoins, qui sont des jetons arrimés au dollar et qui ne rapportaient, eux, strictement rien à leurs détenteurs. Ils ne rapportent toujours pas d'ailleurs. Donc vous voyez le tableau un petit peu se dessiner. D'un côté, vous avez des montagnes de dollars numériques dormant sans rendement, et de l'autre, l'actif le plus sûr du monde, offrant soudain 4 à 5%, et il ne manquait donc qu'un pont entre les deux. La tokenisation des bons du Trésor a été ce pont finalement, et l'eau s'est engouffrée très vite. Laissez-moi vous donner la mesure du phénomène parce qu'elle est tout à fait saisissante. Au tout début de l'année 2023, le marché des bons du Trésor tokenisés pesait moins de 200 millions de dollars. C'est une curiosité. C'est ce qu'on appelle, pour les initiés, un bac à sable. À la mi-2026, il dépasse les 11 à 12 milliards de dollars en un peu plus de 3 ans. Ce qui nous fait une multiplication par plus de 50. Et il n'y a aucune autre catégorie de RWA qui n'a connu une ascension aussi rapide et aussi régulière. La dette publique tokenisée est devenue, avec le crédit privé, l'un des deux poumons du secteur finalement. Et ce qui frappe quand on regarde qui détient ces tokens, c'est que la légende d'une ruée d'investisseurs particuliers en quête de sensations est absolument fausse. La réalité est bien plus profonde, elle est bien plus sérieuse. Ce sont massivement des institutions, des fonds, des trésoreries d'entreprises crypto, des protocoles décentralisés qui utilisent discrètement les blockchains publiques comme une sorte de couche de règlement plus rapide et plus fluide que les rails bancaires traditionnels. La tokenisation de la dette publique n'est pas un jeu de casino, soyons très clairs, parce que c'est de l'argent institutionnel qui a trouvé plutôt une plomberie plus efficace. Mais entrons dans le concret et rencontrons maintenant les grands noms de ce marché. Vous allez retrouver certains acteurs croisés dans nos épisodes précédents, mais cette fois à l'œuvre sur leur terrain le plus abouti. On a donc le géant incontesté, c'est le fonds Build de BlackRock, et nous l'avons déjà rencontré
dans presque tous les épisodes, mais il prend ici absolument toute sa dimension. Ce fonds, investi en bons du Trésor américain à court terme et en liquidité, tokenisé par la société Securitize, pèse à lui seul plusieurs milliards de dollars et vit désormais sur près d'une dizaine de blockchains différentes. Il est réservé aux investisseurs qualifiés, aux grandes institutions. Et sur 12 mois, il a capté à lui seul 2 milliards de dollars de flux nouveaux, de nouveaux flux entrants. Donc le mastodonte de la gestion mondiale a fait de la dette publique tokenisée sa tête de pont. Et le signal envoyé à toute l'industrie a été absolument retentissant. Et face à lui, un pionnier venu de l'écosystème crypto, qui s'appelle Ondo Finance, que nous connaissons également bien, eh bien Ondo a fait un choix d'une très grande intelligence stratégique en déclinant son offre en deux produits. Deux produits destinés au public et donc deux produits distincts. D'un côté, on a le OUSG, réservé aux investisseurs qualifiés et qui, subtilité savoureuse, détient en réalité des parts du fonds Build de BlackRock. Autrement dit, Ondo s'appuie sur l'infrastructure du géant pour offrir à ses propres clients un accès programmable, sans qu'ils aient à signer eux-mêmes les lourds documents de souscription de BlackRock. C'est une sorte de poupée russe financière qui est à la fois élégante et efficace. Et de l'autre côté, et c'est là qu'Ondo a ouvert une brèche décisive, le produit USDY, et celui-ci s'adresse aux particuliers non américains, et donc n'importe qui hors des États-Unis, muni d'un portefeuille numérique et d'une vérification d'identité, peut détenir de l'USDY à partir de quelques centaines de dollars. Et voir la valeur de son token s'apprécier jour après jour, au rythme des intérêts du Trésor américain. À la mi-2026, ce seul produit dépasse les 700 millions de dollars en circulation. Pour la première fois, un épargnant de Lagos, de Manille ou de Sao Paulo capte le rendement du Trésor américain aussi simplement qu'il enverrait un message. Et c'est exactement la promesse démocratique des RWA qui, là, tout d'un coup, vient de s'incarner. Il faut aussi nommer Franklin Templeton et son fonds Benji, le vétéran discret, on va l'appeler comme ça, et dont je vous ai parlé aussi à plusieurs reprises. Rappelez-vous, cette maison a été fondée en 1947 et fut l'une des toutes premières à lancer un fonds monétaire tokenisé, en 2021. Benji, c'est la version numérique d'un fonds monétaire d'État enregistré auprès du régulateur américain et accessible via une application dédiée, ce qui lui donne une portée plus large que les fonds purement institutionnels. C'est un pont entre la vénérable tradition de la gestion et le monde nouveau de la chaîne, de la blockchain. Et derrière ces trois-là, Build, Ondo, Franklin Templeton, eh bien tout un peloton se trouve en arrière-plan et grossit de jour en jour. Le produit USYC, issu de la galaxie Circle, qui a explosé une fois intégré au flux d'un grand stablecoin, les fonds de Wisdom Tree, de Superstate, et une longue traîne d'émetteurs, aussi également un petit peu plus petits. Le paysage est en train de se peupler, est en train de se diversifier, il se professionnalise à vue d'œil. Mais arrêtons-nous ici sur un point qui me semble capital et qui prolonge une leçon qui est chère à ce podcast. Quand vous détenez un de ces tokens, vous ne détenez pas un bon du Trésor. Vous détenez une part d'un fonds régulé qui, lui, détient des bons du Trésor.
Et la nuance est identique à celle que nous avons vue pour l'immobilier, et elle est, à mon sens, tout aussi essentielle. Concrètement, l'émetteur achète de vrais bons du Trésor par les canaux réglementés classiques, puis les dépose chez un dépositaire agréé. Ce dépositaire conserve ses titres séparément de ses propres fonds, ce qui protège le détenteur du token si l'émetteur venait à connaître des difficultés. Un agent de transfert, souvent Securitize ou la plateforme interne de l'émetteur, va gérer la vérification d'identité, la conformité et le calcul quotidien de la valeur. Le token n'est au fond qu'une créance sur une part de ce fonds. Cette architecture, c'est le gage de la sécurité. Mais elle rappelle également une vérité que je ne cesserai de marteler au fil de ces épisodes. Le risque dans la dette publique tokenisée ne vient pas de l'État qui a émis le bon, mais il vient de la qualité de la structure et du dépositaire qui relie votre token à ce bon. Un token adossé à un fonds régulé avec un dépositaire institutionnel de premier plan et des audits réguliers offre une garantie solide au fond. La technologie ne remplacera jamais l'examen de la structure juridique, mais elle le rend seulement plus transparent. Enfin, quand je vous dis jamais, aujourd'hui, on apprend qu'il ne faut plus jamais dire jamais. Allons savoir de quoi sera fait demain. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est comme ça. Donc jusqu'ici, nous avons surtout parlé de fonds américains détenant des bons du Trésor, mais il existe également une autre voie qui est encore plus radicale, et où c'est l'État lui-même, ou une grande institution publique, qui émet directement sa dette sous forme native sur une blockchain. Et là, eh bien, l'Europe n'est pas spectatrice, et elle en est même à la pointe. Et l'histoire commence tôt, environ 2019, avec la Société Générale, via sa filiale spécialisée, qui émettait une obligation sous forme de token sur une blockchain publique. En 2021, la Banque européenne d'investissement lançait une obligation numérique de 100 millions d'euros directement sur Ethereum, avec un règlement en monnaie de banque centrale numérique fourni par la Banque de France. On a un processus qui donc prenait auparavant 5 jours ouvrés et qui s'est dénoué finalement en un seul. La preuve, dès cette date, a été que la chaîne pouvait comprimer des délais réputés jusque-là totalement incompressibles. C'est pour ça que je vous dis, il ne faut jamais dire jamais. Et puis, ensuite, les jalons se sont enchaînés. En 2024, c'est la Slovénie qui est devenue le premier État de la zone euro à émettre une obligation souveraine numérique, une émission de 30 millions d'euros réglée on-chain via la solution monnaie tokenisée de la Banque de France, dans le cadre du programme d'expérimentation de la Banque centrale européenne. Un État souverain empruntant directement sur la blockchain, ce qui relevait de la science-fiction hier, il y a 10 ans, eh bien, est devenu aujourd'hui un fait accompli. Et le mouvement, eh bien, je vous l'ai dit aussi plusieurs fois, s'accélère en 2026, qui est vraiment, je pense, on peut la marquer d'une pierre blanche sur le sujet des RWA. 2026 est vraiment l'année charnière de bascule. Le fait marquant, le Royaume-Uni a lancé le pilote de son GILT numérique, qui est la première obligation souveraine, nativement numérique, parmi les grandes puissances du G7, confiée à la plateforme Orion de HSBC. Le Luxembourg, quant à lui, a émis des certificats de trésorerie numérique. Hong Kong a réalisé la plus grande obligation numérique verte à ce jour, de plus d'1 milliard de dollars, et la Société Générale, toujours pionnière, a émis fin 2025 la première obligation numérique d'une banque sur le marché américain. Les institutions publiques et les grandes banques ne sont contentes donc plus d'expérimenter en laboratoire, mais elles émettent pour de vrai des montants qui comptent. Une distinction technique mérite ici d'être éclairée parce qu'elle est structurante
il existe deux façons de porter une obligation sur la chaîne. La première est dite native et fait naître l'obligation directement sur la blockchain qui devient son registre légal, sans aucune base de données extérieure qui prévaudrait. Et c'est le modèle des émissions de la Banque européenne d'investissement ou du Gilt britannique. La seconde, qui est dite enveloppe, laisse l'obligation vivre dans le monde classique et crée un token qui représente une créance sur elle. Et le token reflète l'instrument sans être directement l'instrument. Le choix entre ces deux voies détermine quel intermédiaire on peut réellement supprimer et donc l'ampleur véritable de la transformation. Nous arrivons à la partie la plus profonde de cet épisode, celle qui dépasse la simple description de produit pour toucher à un basculement de fond. Que se passe-t-il quand le rendement sans risque, celui du Trésor américain, entre dans les circuits de la finance décentralisée? Eh bien, il faut d'abord se souvenir de ce qu'était la finance décentralisée à ses débuts. Soit un univers bouillonnant, inventif, mais qui souffrait d'un mal originel qui était la circularité. Les rendements spectaculaires qu'elle offrait provenaient le plus souvent d'elle-même, de jetons émis pour attirer des jetons, dans une mécanique qui tournait sur son propre vide au fond. Une sorte de château de cartes qui s'est effondré à plusieurs reprises, et spectaculairement d'ailleurs, en 2022. L'arrivée de la dette publique tokenisée change la nature même de cet écosystème pour la première fois. Les protocoles décentralisés peuvent s'adosser à un rendement réel ancré dans l'économie tangible, celui d'un État qui lève l'impôt. Le taux sans risque, cette fondation de toute la finance classique, entre dans la finance décentralisée. Et elle y joue même le rôle fondateur, ce qui est plutôt amusant. Concrètement, ces tokens de bons du Trésor deviennent la brique de base, le collatéral de référence, la jambe sûre de montage plus complexe. Un protocole peut désormais parquer sa trésorerie dans la dette publique tokenisée plutôt que dans un stablecoin stérile et percevoir un rendement réel. Un investisseur peut déposer ses tokens en garantie pour emprunter en s'appuyant sur un actif dont la valeur ne dépend pas de l'humeur spéculative du marché crypto. Les grands protocoles de prêt et les émetteurs de stablecoin adossent une part croissante de leurs réserves à ces actifs. La finance décentralisée, qui a longtemps été accusée de flotter hors sol, se dote enfin de racines dans le réel. Et c'est peut-être là le legs le plus durable de la dette publique tokenisée. Non pas seulement d'avoir créé un marché de plusieurs milliards, mais d'avoir apporté à tout un pan de la finance nouvelle l'ancrage qui lui manquait. Le rendement des États, socle de la finance depuis des siècles, devient le socle de la finance de demain. La boucle, en un certain sens, se referme élégamment, la boucle est bouclée. Mais fidèle à ma promesse, je ne refermerai pas cet épisode sans en éclairer les petites zones d'ombre, parce qu'elles existent. Le premier point de vigilance à garder à l'esprit, c'est cette dépendance au dollar. L'écrasante majorité de ces produits sont adossés à la dette américaine et libellés en dollars. Pour un investisseur européen, capter ce rendement, c'est aussi s'exposer au risque de change entre l'euro et le dollar, qui peut finalement effacer une partie du gain, voire peut-être même davantage. Le rendement affiché en dollars n'est pas le rendement réel une fois ramené en euros. Et on a là une nuance que peut-être trop d'enthousiastes oublient. Le deuxième point, c'est la sensibilité au taux. Le rendement de ces tokens suit le taux des bons du Trésor, qui dépend de la politique de la Banque centrale américaine. Quand les taux montent, le rendement devient généreux. Mais quand ils baissent, ils fondent aussi à vue d'œil. Ce qui brille aujourd'hui, à 4 ou 5%, pourrait demain n'en offrir que 2.
Et donc, ce n'est pas un placement à rendement garanti éternellement. C'est un miroir des conditions monétaires du moment. Le troisième point, c'est le risque de structure. Encore et toujours, je l'ai dit, le token n'est pas le bon du trésor. Toute la solidité repose sur la qualité de l'émetteur, du dépositaire, de la structure juridique. Donc, face à un produit tokenisé, la bonne question n'est jamais seulement quel rendement, mais surtout, qui garantit quoi? Où sont conservés les titres? Et que se passe-t-il en cas de défaillance de l'émetteur? La transparence de la blockchain aide à répondre, mais elle ne dispense pas de poser la question. Ces réserves ne diminuent en rien l'importance historique du mouvement. Elles rappellent seulement qu'un actif sûr mal enveloppé peut devenir risqué et qu'ici, comme partout, le discernement reste votre meilleur allié. Prenons un petit peu de hauteur, comme on a l'habitude de le faire maintenant dans nos épisodes, pour clore celui-ci. Qu'est-ce que le succès fulgurant de la dette publique tokenisée nous apprend sur toute la révolution des RWA, au fond? Eh bien, une leçon centrale, et elle est presque contre-intuitive. Les actifs qui réussissent le mieux leur passage à la chaîne ne sont pas les plus spectaculaires, ni même les plus chargés d'imaginaire. Ce sont les plus simples, les plus standardisés, les plus transparents. La dette publique a gagné la course, non parce qu'elle faisait rêver, mais parce qu'elle se prêtait naturellement à la tokenisation, sans les frictions physiques et juridiques qui alourdissent la pierre ou l'art. Et il y a là un enseignement précieux pour lire l'avenir du secteur. Regardez la simplicité de l'actif sous-jacent et vous devinerez sa vitesse d'adoption. La deuxième leçon, la tokenisation révèle sa vraie nature. Elle n'est pas une baguette magique qui transforme le plomb en or. Elle est une infrastructure d'efficacité qui prend un actif existant pour le rendre plus fluide, plus accessible, plus rapide à régler. Le bon du trésor tokenisé reste un bon du trésor. Ce qui change, c'est qu'il circule désormais jour et nuit, se fractionne à l'infini, se règle en secondes et s'ouvre à des investisseurs jusque-là exclus. La substance demeure, le support, lui, se métamorphose. Et pour ceux d'entre nous qui travaillons à structurer des actifs réels, eh bien, cette réussite est un phare dans la nuit. Elle montre que le chemin gagnant passe par la rigueur, la conformité, la qualité de la structure, l'adossement à des dépositaires solides. Là où l'immobilier tokenisé cherche encore sa maturité, eh bien, la dette publique a déjà tracé une sérieuse voie. C'est un modèle dont tout le secteur aujourd'hui s'inspire, y compris ceux qui, comme nous, bâtissent des architectures immobilières exigeantes. Nous avons vu l'État emprunter sur la chaîne. Le prochain épisode va nous conduire vers l'autre grand poumon du secteur, aussi massif et bien plus discret, c'est le crédit privé tokenisé. Et c'est peut-être la transformation ici la plus profonde et aussi, paradoxalement, la moins racontée de tout l'univers RWA. Quand des entreprises, des PME, des projets du monde entier se financent directement auprès des liquidités de la blockchain, sans passer par le système bancaire, eh bien c'est tout l'édifice de l'intermédiation qui vacille au fond. Et nous verrons comment cela fonctionne. Quel protocole mène la danse, quels défauts ont marqué les esprits, et ce que cette désintermédiation annonce pour l'avenir de la banque. Je suis déjà impatient de vous retrouver. C'était David Hubert et je vous dis au prochain épisode. Vous venez d'écouter Real Assets. Si cet épisode vous a appris quelque chose, partagez-le. Cette révolution mérite d'être comprise par le plus grand nombre. Retrouvez tous les épisodes, les ressources et les références sur realassets.fr. À très bientôt.